Le bulletin édition du samedi 14 février 2015. Aujourd'hui, on reçoit la présidente de la Commission scolaire de Montréal. On vous présente les activités du Centre EPIC. Et à la chronique des gens de cœur, on reçoit une écrivaine publique. Bienvenue au bulletin, mesdames et messieurs. L'éducation prend une grande place dans l'actualité. Il y a plusieurs enjeux et débats qui touchent la Commission scolaire de Montréal. Et je reçois aujourd'hui la présidente de la CSDM, Madame Catherine Harel-Bourdon. Bonjour, Madame. D'abord, Madame Harel-Bourdon, félicitations pour votre réélection. Merci, merci. Le 21 janvier dernier, la Commission scolaire de Montréal a présenté sa fameuse reddition de comptes. Oui. Et ça couvre la période qui allait, je pense, de juillet 2013 à juin 2014. Oui, toute l'année 2013. Au chapitre budgétaire, comment se portent les finances? Bien, ça s'est bien terminé l'année, compte tenu des défis qu'on avait, du déficit qu'on avait. Donc, on a terminé à 12 millions de déficit au 30 juin. On était très contents parce qu'on a vraiment travaillé dans les dernières années à résorber notre déficit tout en tentant de garder le plus de services aux élèves possible. Il faut comprendre qu'il y a une année où on était à moins 36 millions, l'autre année à moins 24 et là à moins 12 au 30 juin 2014. Ça peut sembler immense, mais il y a quand même du progrès. Bien, sur un budget d'1 milliard, il faut comprendre que la Commission scolaire de Montréal, c'est plus de 17 000 employés, 112 000 élèves, un budget d'1 milliard. Donc, lorsqu'on est à seulement 12 millions de déficit, c'est l'équivalent d'1 %. Mais quand pensez-vous atteindre l'équilibre budgétaire? Bien, écoutez, nous, on avait projeté pour 2016-2017 arriver à l'équilibre budgétaire. Évidemment, là, on a vécu des compressions au printemps dernier, puis disons que dans le climat actuel et dans le contexte actuel, on s'attend à avoir d'autres compressions au printemps prochain. Donc, c'est difficile à dire avant d'avoir vu le prochain budget du Québec. Madame Harel-Bourdon, on a beaucoup parlé d'immobilisation ces derniers mois. Je prends par exemple l'Union des municipalités du Québec qui se montre, disons, plutôt froide à l'idée de voir la gestion immobilière des écoles confiée aux villes. Et la Fédération des commissions scolaires se dit opposée à l'idée. Quelle est votre position là-dessus? Bien, il faut comprendre qu'il y a des aspects positifs et négatifs. Il faut bien les évaluer avant de prendre une décision comme celle-là. À la CSDM, on parle de 226 écoles, donc bâtiments scolaires, puis plus de 80 immeubles qui sont utilisés pour des organismes partenaires, des immeubles qui sont loués. Donc, ça fait plus de 300 immeubles qui nous appartiennent. Il faut voir, est-ce que les salaires au niveau des municipalités sont plus élevés que les salaires équivalents de nos concierges, de nos chargés de projet à la commission scolaire. Il faut comprendre qu'en ce moment, tout indique que l'école bleue, l'école blanc ont des salaires beaucoup plus élevés que les salaires qui se retrouvent dans les commissions scolaires. Puis, il y a toute la vocation aussi des écoles, l'importance de conserver des bâtiments pour la pédagogie. Et nous, on est concentrés sur la pédagogie. On n'a pas à gérer les trottoirs, on n'a pas à gérer les poubelles, ni le déneigement. On est vraiment dans le cœur de l'éducation. L'âge moyen du mobilier de la CSDM, on parle d'à peu près 65 ans. Et rénover, ça coûte cher. Vous avez un plan d'action pour 2015. Oui. Quel est-il? Bien, en fait, nous, il faut comprendre qu'on avait vraiment une résorption du déficit d'entretien, c'est-à-dire que pendant des décennies, il y a eu un sous-investissement de la part du gouvernement du Québec pour la rénovation des bâtiments. C'est la même chose pour nos hôpitaux, nos autoroutes, nos ponts, etc. Donc, il y a une époque, il y a à peu près 8 ans, où on était à environ 7 millions de dollars par année pour faire les travaux de l'ensemble. Je parlais tantôt de 226 écoles. Et pour vous donner un exemple, une toiture d'une grande école polyvalente secondaire, ça pouvait coûter 1 million, 1,5 million. Fait que vous comprenez qu'avec 7 millions, on pouvait faire peu de travaux. Maintenant, on est autour de 50 millions, ce qui est vraiment un montant beaucoup plus, disons, profitable pour nos établissements. Donc, on a pu mener beaucoup de travaux dans les 6 dernières années. Récemment, il y a quelques jours, on a appris, il y a quoi, 9,5 millions oui. Investi dans Saint-Michel? Oui, dans Saint-Michel. Est-ce que ce presque 10 millions
est-ce qu'elle s'est épuisée à même ce 50 millions dont vous parliez tout à Oui, l'heure? ça fait partie du Ça fait une grosse 50 tranche, millions déjà. du maintien pour la portion montréalaise. Mais il faut comprendre que le déficit d'entretien il est de 1,4 milliard. Donc, il faudrait d'ici 10 à 15 ans avoir 1,4 milliard. Donc, si on a environ 50 millions par année, je ne veux pas je veux pas donner trop de chiffres, mais quand même, la réalité, c'est que ça nous prendrait presque le double pour être capable de vraiment avoir nos immeubles au bon niveau, au niveau des rénovations puis des travaux. Madame Arelle Bourdon, je vais revenir sur un sujet qui a beaucoup fait jaser l'année passée, les baux. Les baux, par exemple, de 6 centres d'éducation populaire de Montréal, qui se terminent en mai 2015, si je me souviens bien. Ils nous ont fait part, et à vous probablement plus encore qu'à nous, de leur inquiétude. Ils disaient que si leurs baux ne sont pas renouvelés par la CSDM aux mêmes conditions en vigueur présentement, ils allaient fermer leurs portes. Est-ce qu'ils ont encore raison de s'inquiéter? Bien, on a travaillé beaucoup avec eux. Moi, j'ai fait parvenir une lettre au ministre de l'Éducation. Il faut comprendre que dans ces 5 des 6 centres, il y a besoin d'énormément de travaux. Et si on n'a pas l'argent pour rénover ces centres-là, on risque de mettre en péril la capacité des centres de recevoir des gens à l'intérieur du Madame bâtiment. Arelle Bourdon, ma question est, Oui. est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter encore? C'est-à-dire que nous, on travaille avec eux pour qu'ils ne s'inquiètent pas. On travaille avec eux pour que le ministère de l'Éducation reconnaisse le travail de ces centres-là, Oui, nous donne le financement pour parce faire les que travaux. vous reconnaissez Parce qu'on l'apport qu'ils amènent aussi. La question n'est pas là. Oui. Là. Bien, en fait, c'est que la vétusté de nos écoles, de nos établissements est tellement grande qu'on ne peut pas prendre de l'argent de ces écoles-là pour le mettre dans les centres. Donc, ça nous prend un montant supplémentaire pour les rénovations et le maintien de ces centres-là. C'est très important. Où allez-vous le trouver? Bien, notre demande, c'est au ministère de l'Éducation, avec les centres également. Puis là, j'ai demandé au ministre d'avoir une rencontre dans les prochaines semaines. J'ai demandé qu'elle soit à 3, c'est-à-dire les centres, le ministère et nous, parce que c'est sûr qu'on a une limite financière à pouvoir les aider. Si on parlait maintenant de redécoupage des commissions scolaires de l'île de Montréal, on a beaucoup parlé de ça au cours des dernières semaines. Tout semble présentement au point mort. Qu'est-ce qui a été décidé? Où on s'en va dans ce projet de fusion ou de rediffusion ou de redéploiement, si vous voulez? On n'en a aucune idée. C'est très inquiétant. En fait, on aurait beaucoup aimé avoir un comité de travail avec le ministère pour regarder cette question-là. Ouais. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai eu une rencontre avec le ministre, mais on ne s'est pas assis avec tout Montréal. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'on a une offre de services très diversifiée pour le secondaire, pour le primaire, pour la formation professionnelle. J'étais aujourd'hui on a fait un immense salon de la formation professionnelle. On a 9 centres, on avait 2000 élèves qui sont venus visiter le salon. Donc, on a une offre de services diversifiée parce qu'on a 110 000 élèves. Et nous, on se demande si on réduit le nombre d'élèves, si on réduit le nombre d'écoles, en quoi ça va améliorer la réussite et en quoi ça va coûter moins cher au gouvernement parce qu'on va transférer des employés d'une commission scolaire à l'autre et ça va susciter des coûts supplémentaires et on n'a pas la possibilité financière d'avoir des coûts supplémentaires pour de l'administration, des changements de bâtiments, de notaires, d'avocats pour faire ce type de transformation-là, alors qu'on doit rester concentré sur la réussite des élèves. Madame Arelle Bourdon, la question que je vais vous poser, là, c'est la question que bien des gens ont voulu, monsieur et madame Delarue, ont voulu que je vous pose à vous. Et ça concerne la lutte contre l'intimidation et la violence à l'école. Il semble que ça inquiète énormément les parents. En 2015, est-ce que ça commence à porter fruit? Parce qu'il y a des actions qui sont posées présentement là, par votre commission scolaire. Bien, l'année passée, on a posé des actions globales de commission scolaire, mais on a aussi chaque établissement qui a bâti aussi si vous voulez, son espèce de code de réaction s'il y a une situation d'intimidation pour que les jeunes puissent aller voir les bonnes personnes dans l'école, pour qu'on puisse voir autant la victime que l'intimidateur, puis les gens autour, parce que les élèves autour ont un impact aussi sur la situation d'intimidation. Et ce qu'on se rend compte, c'est que si tout le monde est bien informé, si tout le monde, il y a une bonne communication à l'intérieur de l'école, c'est sûr que ça fait une différence puis que ça réduit ces situations-là. Le temps file. Oui. Ah, énormément, mais
Une petite dernière. Pour la route, comme on dit, quels sont les dossiers à suivre pour vous là, en 2015? Là? Bien, continuer à travailler sur la réussite des élèves. On a un taux de décrochage qui a baissé dans les dernières années. On veut offrir une offre de service en formation professionnelle. Oui. On veut avoir plus de 16-20 ans. C'est pour ça qu'on a fait le salon, pour que les jeunes puissent voir ce qu'on fait. Il y a la question financière. Ça va être quoi les prochains mois? Vous savez, on est dans un contexte économique où le gouvernement du Québec veut faire des compressions, donc c'est inquiétant. Puis le territoire, on ne pourra pas arriver à nos objectifs de réussite et pouvoir optimiser nos ressources au niveau financier si on enlève un grand pan de notre territoire. Madame Catherine Harel-Bourdon, merci beaucoup. Merci. Voici maintenant la revue de presse de vos hebdos de quartier. Dans l'Avenir de l'Est, Samantha Valandia écrit qu'organismes intervenants et élus sont prêts à se mobiliser pour faire face à l'austérité. Les territoires de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est pourraient être les premiers au Québec à instaurer un mouvement de contestation locale contre les politiques annoncées par le gouvernement Couillard. Le regroupement appelé Coalition Proximité a été mis sur pied par une trentaine d'organismes locaux ainsi que par la députée provinciale Nicole Léger. Dans le guide de Montréal-Nord, le concours La passion d'entreprendre, le défi de l'entrepreneuriat jeunesse, l'école entrepreneuriale d'été et plusieurs autres succès du Carrefour Jeunesse-Emploi Bourassa-Sauvé vont disparaître. L'organisme devra complètement abandonner son volet d'aide aux jeunes entrepreneurs dès le 31 mars. L'organisme abandonnera ainsi une vingtaine de jeunes gens d'affaires dont le projet est en cours. Simon Bousquet-Richard nous dit pourquoi. Dans le journal de Saint-Michel, Jean-François Lacerte nous explique que tout le brouhaha créé dans les dernières semaines par la demande d'octroi d'un permis d'occupation d'un local pour des fins de centre communautaire islamique dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve par le controversé Hamza Chaoui a eu des répercussions dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension à la séance du conseil d'arrondissement. Il en ressort un moratoire sur les permis octroyés aux lieux de culte. Ce moratoire ne vise aucune religion en particulier, mais tous les cultes sans distinction. Dans Nouvelle-Hochelaga-Maisonneuve, près d'une centaine d'employés et de syndiqués du C3S Lucille Teasdale ont manifesté devant le Centre local de services communautaires Hochelaga-Maisonneuve pour s'opposer au projet de loi 10. Selon le projet de loi, le nouveau Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Est de l'île de Montréal regrouperait tous les services en santé offerts de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Pointe-aux-Trembles, en passant par Saint-Michel-Rosemont-la-Petite-Patrie et Rivière-des-Prairies. Une fusion qui aura de lourdes conséquences, estiment les syndiqués. C'est sous la plume d'Audrey Gauthier. Dans le magazine de l'Île des Sœurs, près de 275 courageux ont plongé dans les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent à Verdun lors du défi de l'ours polaire. Les plongeurs, dont le maire Jean-François Parenteau, ont recueilli environ 60 000 $ pour la tenue des Olympiques spéciaux du Québec, événement sportif pour les jeunes présentant une déficience intellectuelle. L'article est de Pierre Lucier. Au cours des prochaines minutes, nous allons découvrir ou redécouvrir le centre épique de l'Institut de cardiologie de Montréal en compagnie de la kinésiologue Valérie Guilbeault. Bonjour, Mme Guilbeault. Bonjour. Merci de votre présence. J'ai énormément de choses, des questions à vous poser concernant le centre épique, mais avant, décrivez-nous le rôle d'une ou d'un kinésiologue. En fait, un kinésiologue, c'est un professionnel de la santé qui est spécialiste en activité physique et qui va utiliser l'exercice à des fins de prévention, de traitement et de performance. Donc, un kinésiologue, on va retrouver ça dans plein de milieux. On peut le retrouver dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les CLSC, dans les C3S, dans les centres de conditionnement physique. Donc, toute personne qui désire changer ses habitudes de vie, intégrer un mode de vie actif, doit absolument consulter un kinésiologue. On est les spécialistes en activité physique, en mouvement. Donc, on est là pour guider les gens, les encadrer, les motiver, les supporter dans cette démarche-là par une prescription d'exercices adaptés pour chaque personne. On a établi quel est votre rôle. Oui. Maintenant, présentez-nous le centre épique.
Oui, le Centre EPIC, c'est un endroit incroyable qui existe depuis plusieurs années, depuis le milieu des années 70. Et on pense toujours que pour venir s'entraîner au Centre EPIC, on doit avoir un problème cardiaque, ce qui est complètement faux. En fait, la majorité, pour pas dire le 2/3 de notre clientèle, n'ont jamais eu d'événement cardiaque et ils sont au Centre EPIC justement pour pas en avoir. Dès ce que vous soulignez, je pensais exactement la même chose. Oui. Faut être malade, entre guillemets, avoir un malaise pour aller au Centre EPIC. C'est pas le cas. Pas du tout. Ben c'est juste le tiers de notre clientèle qui a vraiment eu un problème cardiaque, mais la majorité des gens, non. Donc, c'est des gens qui désirent se prendre en main, qui désirent être pris en charge par une équipe multidisciplinaire. Le Centre EPIC ouvre à 5h30 le matin. On ferme vers 21h le soir. Et la particularité du Centre EPIC, c'est les gens qui fréquentent le Centre EPIC. Dans le sens que c'est des gens qui sont extrêmement généreux, gentils, souriants, toujours de bonne humeur. Et il y a comme un sentiment d'appartenance très, très fort. Il y a des liens d'amitié qui se créent entre les clients. Il n'y a pas de jugement. Donc, même si c'est la première fois que je viens au Centre EPIC, je suis pas jugée par les autres qui sont là depuis 10, 15 ou 20 ans, ce qui fait que ça fait un milieu d'entraînement extrêmement stimulant pour les gens qui sont là. Mais pour les gens qui y travaillent comme moi, c'est un milieu très privilégié là, de côtoyer des gens comme ça à tous les jours. Donc, c'est vraiment un endroit incroyable. La clientèle du Centre EPIC, dans quelle tranche d'âge est-elle? Est-ce que ce sont des jeunes mi-âge, 40, 50? Qui peut-on retrouver? Ça dépend des heures à laquelle on fréquente le Centre EPIC. Si on est entre 9h et 11h le matin, une clientèle un peu plus retraitée, des gens un peu plus âgés, moyenne d'âge autour de 65 ans, à peu près 70 ans. Si on va un petit peu plus tôt le matin, donc entre 5h et 8h, des gens qui travaillent, des professionnels, autour de, je vous dirais, 45-50 ans, peut-être plus 55 ans. En fin de journée, c'est la même chose. Sur l'heure du midi, c'est une clientèle qui est un peu plus mélangée. On a des employés de l'Institut qui sont là, on a une clientèle retraitée. Donc, il y a comme un mélange un peu sur l'heure du midi. Mais en majorité, je vous dirais la moyenne d'âge, là, peut-être autour de 60 ans, là, moitié homme, moitié femme. Donc, c'est moitié-moitié. On a parlé de vous, de votre profession, mais vous avez également des confrères. Vous avez, il y a une équipe. Il y a d'autres gens qui travaillent avec vous, des confrères et des consoeurs. Pouvez-vous nous les présenter un peu? Oui. Quel type de métier pratique-t-il là, au Centre EPIC? Il y a des nutritionnistes qui sont là. Il y a des massothérapeutes. Il y a des kinésithérapeutes. Il y a des gens qui sont... Kinésithérapeute? Oui. Kinésithérapeute, c'est une nouvelle profession qui prend forme tranquillement. C'est un peu... les gens font des traitements, donc il y a des manipulations qui sont faites. C'est un peu comme l'ostéopathie, sauf qu'en kinésithérapie, c'est vraiment des chaînes musculaires qu'on traite, des tensions musculaires. Donc, on enlève des tensions via certaines manœuvres, via certains exercices. Donc, c'est surtout des kinésiologues qui se sont spécialisés en kinésithérapie. Il y a des gens qui sont là aussi en soins de pied, qui offrent des traitements en soins de pied. Et il y a une équipe médicale, donc des médecins là, qui sont là aussi. Et tous ces professionnels-là sont accessibles pour nos membres, mais aussi pour les gens qui ne sont pas membres au Centre EPIC. Donc, à l'exception des médecins, si on regarde tous les autres professionnels, des gens qui n'ont pas un membership actif chez nous peuvent consulter ces gens-là en externe, que ce soit pour se faire des plans alimentaires, des plans d'entraînement, des soins de pied, des massages, tout ça. C'est plus qu'un centre d'entraînement. Toute l'équipe va collaborer pour aider le membre à mieux grandir, à mieux vieillir. Exactement. C'est bien. Je pourrais, ou peu importe, nos téléspectateurs ou téléspectatrices pourraient demain matin aller au Centre EPIC et s'abonner. Pas nécessairement en passant par l'Institut de cardiologie. Non. Parce que je dirais pas que c'est un mythe, mais pas mal de gens, moi le premier croyais, je croyais ça. Oui, mais non, on n'est pas obligé de passer par l'Institut. En fait, on veut pas passer par l'Institut pour venir au Centre EPIC. Donc, dès l'âge de 18 ans, les portes du Centre EPIC sont ouvertes à tout le monde. Et si nous nous inscrivons, automatiquement, on va avoir une évaluation médicale. Oui, c'est ce qui nous distingue C'est fantastique. Il y a pas de mois d'attente comme dans un certain système qu'on connaît. Non. On passe tout de suite. Exactement. Donc, on est pris en charge dès notre entrée au Centre EPIC par une équipe médicale. Donc, on a des bilans sanguins. On a une épreuve d'effort au repos. Épreuve au repos et à l'effort, pardon. Donc, pour vraiment mesurer la capacité du cœur à l'effort, puis pour s'assurer que notre client va faire son exercice en toute sécurité, qu'il n'arrivera pas d'anomalies, qu'il n'arrivera pas de choses fâcheuses là, pendant l'exercice.
Il nous reste quelques minutes, puis j'aimerais en parler parce qu'on a eu ici, au bulletin, on a eu M. Di-Feo. Oui. Qui a gravi le mont Washington. Un monsieur, vous le connaissez bien parce que vous avez gravi vous-même ce mont Washington en compagnie de ce même monsieur Di-Feo. Tout à fait, tout à fait. Un monsieur qui est arrivé au centre épique mal en point. Oui. Et j'ai vu devant moi un jeune homme dans la mi-soixantaine. Oui, c'est incroyable les progrès que les gens peuvent faire en peu de temps et le mérite ne revient pas nécessairement au centre épique, mais le mérite revient au client de venir régulièrement. Oui, il y a une équipe qui est là, oui, on le prend en charge, mais reste qu'il faut que la personne veuille aussi s'améliorer. Donc, on met toutes les chances de son côté pour l'améliorer. On l'encadre du mieux qu'on peut. On est là pour le supporter. Mais oui, il y a eu des progrès incroyables et à tous les jours, je vois des gens qui ont des améliorations de leur qualité de vie grâce à un mode de vie qui est changé, grâce à l'intégration de saines habitudes de vie. J'ai vu un monsieur fier. Oui. J'ai vu un monsieur fier de parler également du centre épique. Il s'est donné comme mission de faire connaître jusqu'à sa mort. Il dit, tant que j'aurai un dernier souffle, je parlerai du centre épique. Ils m'ont littéralement sauvé la vie. Ce genre d'expérience, vous le vivez, vous accompagnez souvent des gens qui font quelque exploit, peu importe l'exploit? Oui, souvent. En fait, juste de venir au centre épique puis de s'entraîner 2 fois par semaine, c'est déjà un exploit en soi pour la majorité des gens. Donc, juste le fait d'être là tout le temps. Moi, je vois des gens qui ont vraiment des capacités réduites qui, au bout de 6 mois, sont capables de faire des tours de piste complets avec moins d'essoufflement, plus d'énergie, meilleur sommeil, diminution de leur poids, diminution de leur tension artérielle. Il y a des améliorations incroyables en peu de temps, vraiment. On en est presque à la fin de cette entrevue, mais je veux pas vous quitter sans vous demander. Le grand public peut donc bénéficier de votre enseignement grâce à vos conférences en santé et en prévention. Là. Oui. Parce que vous en donnez. Oui. Comment fait-on pour solliciter votre présence? On appelle au centre épique. Tout simplement? Tout simplement. À quel numéro? Au 514-374-1480. On peut toujours aller sur Internet, Sur j'imagine. Internet. Vous avez une page Facebook aussi? www.centreepique.org et il y a une page Facebook aussi. Oui. Valérie Guilbeault, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Et bonne santé. Merci, vous aussi. À bientôt. Merci. C'était un 14 février 1920. D'abord succursale de l'Université Laval de Québec, l'Université de Montréal qui obtenait sa charte et devenait entièrement autonome. En 1978, l'Université Laval de Québec avait ouvert une annexe à Montréal, la première université francophone de la métropole, et elle comptait 3 facultés, toutes situées dans le Vieux-Montréal. En 1895, l'Université Laval à Montréal ouvre les portes de son nouvel immeuble construit rue Saint-Denis dans le quartier latin sur un terrain donné par les Sulpiciens. Éventuellement, les écoles de Polytechnique, de médecine vétérinaire, de chirurgie dentaire, de pharmacie, d'agriculture et des hautes études commerciales lui seront affiliées. Assez de fonds sont accumulés pour permettre en 1930 de démarrer la construction du nouvel édifice de l'Université de Montréal sur le Mont-Royal, selon les plans de l'architecte Ernest Cormier. L'inauguration officielle du nouveau bâtiment se fera en 1943. Le nombre d'étudiants est passé de 6 000 en 1942, 9 000 en 1965 et à plus de 55 000 aujourd'hui. Le bâtiment principal de l'Université de Montréal comprend maintenant de nombreuses écoles et facultés touchant à tous les domaines du savoir, en plus d'être associé à diverses institutions pour la recherche. Après la pause, on parle de la nouvelle chaîne Ami Télé et on vous présente le segment des gens de cœur. De retour au bulletin. En ondes depuis décembre, Ami Télé veut sortir les non-voyants de l'exclusion télévisuelle. Pour nous parler de cette nouvelle chaîne en vidéo-description, la directrice de la programmation, Mme Isabella Federici. Madame Federici, bonjour. Bonjour, M. Bienvenue. D'abord, de façon globale, Madame Federici, présentez-nous Ami Télé. Ami Télé, c'est une chaîne qui est diffusée sur le câble de base numérique. Donc, tout le monde a accès à Ami Télé.
en autant qu'on soit abonné au câble numérique. Si on a le câble analogique, là, je tombe dans la technique de qualité, donc si on a le câble uniquement branché, le câble branché dans le mur, ça fonctionne pas. Il faut avoir la petite boîte, tout ça. Mais que ce soit Bell, Vidéotron, TELUS, Cogeco, tout le monde nous diffuse à travers le pays. On établit donc à partir de maintenant que peu importe qui nous écoute, à partir du moment où il est branché numérique, peuvent capter aussi. Absolument, tout à fait, c'est ça. Donc, AmiTélé, c'est un service qui offre sa programmation à 100% avec la vidéodescription. Donc, ça, c'est notre mandat principal qui a été défini par le CRTC. On a une licence du CRTC qui a été accordée en août 2013, et on a lancé donc 1 an et quelques mois plus tard en français. Le service existe déjà en anglais depuis plusieurs années sous le nom de AMI TV, Ami TV. Sous la même distribution, pareil, exactement comme AmiTélé. Et donc, nous, on a relancé ce service-là parce qu'on savait que les francophones voulaient avoir la vidéodescription. Oui, les autres diffuseurs offrent certaines émissions en vidéodescription. Le CRTC le demande aussi, mais c'est une demande qui est très minime. Et nous, on est là pour offrir de plus en plus d'émissions en vidéodescription. Présentement, toute la grille offre la vidéodescription en clair. La vidéodescription en clair, c'est-à-dire, on va justement, dans la prochaine question. Vous me sentez venir. D'abord, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, d'abord, tout simplement, qu'est-ce que la vidéodescription? La vidéodescription, c'est, on appelle ça la troisième voie. C'est une description narrative audio qui va aider à comprendre la scène. Pour quelqu'un qui est non-voyant, j'ai un exemple de quelqu'un un aveugle avec qui on a des liens chez AmiTélé, qui, lui, aime bien les films western. Puis il nous contait, je regardais un film, j'entendais des pow pow bang bang. Bon, je savais qu'il y avait une action, quelque chose qui se passait, mais le film s'est terminé avec un bang 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 bang, mais j'ai jamais su qui était mort. Donc la vidéodescription, c'est un complément au film, à l'émission, les séries, le documentaire, pour aider à comprendre, à saisir. C'est sûr qu'il y a certaines personnes voyantes qui vont dire « Ah, j'aime pas ça, moi, ça m'agace ». Mais il y a une façon de faire. Nous, on essaie vraiment chez Ami d'améliorer. On a des standards de meilleure pratique qu'on a développés et qu'on travaille avec les différents fournisseurs de vidéodescription à Montréal, entre autres, et afin d'améliorer ce service-là. Parce que c'est important de dire, si dans une scène, on voit une petite fille qui se penche pour ramasser son chat, ben c'est pas un chien. Puis ça, c'est des exemples que j'ai vus de certaines vidéodescriptions qui ont été faites. Donc, c'est des petits détails qui font que la réalité est faussée. J'imagine toute la gymnastique que ça demande pour recréer cette réalité, en fait. Il y a très peu de temps dans une scène, par exemple. Oui. Très peu de temps pour dire, ils sont dans un salon, le soleil vient de se coucher. D'où l'importance de déterminer qu'est-ce qu'on doit apporter, qu'est-ce qui doit être ajouté. Des fois, on a des commentaires parce qu'on travaille beaucoup avec les communautés non-voyantes, malvoyantes qui nous rapportent. Il y en a qui nous disent on a trop de vidéodescriptions, d'autres qui disent qu'il n'y en a pas assez. Donc, qu'est-ce qui apporte vraiment quelque chose à l'histoire? Est-ce que c'est de dire l'homme porte un manteau brun ou de dire par une température de moins 30 degrés, l'homme met son manteau? Qu'est-ce qui apporte le plus à la compréhension de l'histoire? Donc, nous, on essaie d'établir ça et de concert avec les fournisseurs de vidéodescription. Disons, c'est un exemple d'une série qui est en ondes chez nous présentement, Colombo, qui est apprécié. Donc, on a un fournisseur, on lui envoie le matériel vidéo et ils ont des scripteurs qui vont écrire le script de vidéodescription selon nos termes de meilleure pratique et vont nous renvoyer le script et nous, on va faire un contrôle de qualité selon nos standards et ensuite, ils vont aller avec l'enregistrement de la voix. Je vous ai posé la question sur la vidéodescription, mais ce qui m'arrête aussi, la vidéo, oui, vous me voyez venir, la vidéodescription en clair, quelle différence? Oui. Présentement, chez les autres diffuseurs, en fait, tous les diffuseurs, on peut, comme avec le sous-titrage pour malentendants, activer ou désactiver avec le contrôle la vidéodescription ou le sous-titrage pour malentendants. Chez nous, on peut activer ou désactiver le sous-titrage pour malentendants, mais la vidéodescription est toujours présente. On ne peut pas l'activer ou la désactiver, elle est toujours là. C'est ce que ça veut dire. Elle est en clair. Voilà. C'est clairement expliqué. Est-ce qu'AmiTélé est la seule chaîne au monde à offrir un service francophone?
présentement, Ami Télé est la seule chaîne au monde à offrir ce service-là. Donc, on en est très, très fiers. Et sans dévoiler des plans futurs, mais on aimerait... on sent qu'il y a un intérêt de l'international à savoir comment on fait ça, puis comment on devient un leader à ce moment-là, un pionnier dans la vidéodescription. Ami Télé devient un défricheur. Un peu, oui. Bravo. Comment le milieu a-t-il accueilli? Je parle du milieu des malvoyants, des non-voyants. On savait qu'on était attendus. Parce qu'on savait qu'il y avait déjà des francophones qui regardaient le service en anglais et qui nous ont appuyés dans la demande au CRTC pour obtenir une licence. Et donc, oui, on était attendus et on a été très bien reçus. Cette communauté comprend combien de gens au Québec, là? Officiellement, on parle de, les chiffres varient, là, mais entre 130 et 150 000 personnes officiellement aveugles, légalement aveugles. Et c'est sans compter qu'il y a des membres de la famille aussi, là, qui s'intéressent à tout ce phénomène. C'est ça. Donc, nous, on s'adresse pas uniquement aux aveugles, mais bien parce que c'est pas parce qu'on est aveugle ou on a une déficience visuelle que toute notre famille. Et les statistiques, ça, c'est toujours intéressant à présenter. On croirait, on aurait l'idée préconçue que les aveugles vont se tourner plus vers la radio pour s'informer ou se divertir quand c'est plutôt la télévision. Mais il n'y a pas de vidéo description en clair à la radio, Mais c'est la télévision. La télévision, c'est un médium qui est rassembleur. Les familles peuvent regarder la télévision ensemble. La radio, on fait ça seul. Et cette communauté se sentait, j'imagine, exclue? Si le lundi matin, tout le monde parle de tel téléroman ou telle émission... Exactement. On veut qu'ils soient capables d'aller au bureau le lendemain parce que c'est des gens qui contribuent à la société. Donc, ils vont au travail, ils vont à leur centre de jour ou peu importe où est-ce qu'ils vont aller interagir avec leurs amis ou leurs collègues pour pouvoir parler de ce qui s'est passé à la télévision la veille. Vous dites, Madame Federici, que vous êtes... cette communauté a accepté, vous voulez... Mais on travaille de concert avec eux. C'est ça, parce que vous parliez d'une vidéo description. Vous devez consulter ces gens-là aussi pour qu'ils vous disent ce qu'ils veulent pas, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Au travail, on a une communauté consultative qu'on rencontre 3 ou 4 fois par année. En fait, on commence, on les a rencontrés seulement 2 fois jusqu'à maintenant, qui est formée de gens qui viennent d'organismes qui soit s'occupent comme l'Institut Nazareth Louis Braille, INCA et d'autres organismes qui s'occupent de personnes handicapées de tout genre, parce qu'on s'adresse pas juste mais en fait, pour les aveugles ou les non-voyants, les déficiences visuelles, on les consulte. Ils n'ont pas vraiment un droit de regard sur nos opérations, mais on les consulte parce que c'est important pour nous. Madame Federici, je veux qu'on parle rapidement également de votre grille horaire. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est assez varié. On essaie de ratisser large parce qu'on s'adresse à une auditoire qui est large. Je vous dirais que j'essaie d'aller chercher des séries, des films. Pour le moment, on n'a pas de documentaire, mais ça viendra probablement parce présentement, on a une grille dont on est assez fiers. On est plutôt content de ce qu'on a présenté, mais on sait qu'on va s'améliorer avec le temps, aussi justement avec les commentaires qu'on va recevoir. Donc, brièvement, le matin, on commence avec les tout-petits parce qu'il y a des petits-enfants qui ont des troubles de vision. Et la vidéodescription se prête très bien aux émissions préscolaires. Ensuite, on a les séries classiques, les belles histoires des Pays d'en haut qui font très bien. Les gens regardent ça et re-regardent ça. Les Colombo, dans les séries américaines, on a une femme exemplaire, les experts Manhattan, donc ça, c'est plus récent. Puis, on a aussi les films canadiens avec l'ONF et des films étrangers. Production originale? La production originale est en cours. On commence la diffusion en avril. Ça va être une émission qui va s'appeler Ça me regarde, 3 fois par semaine, 3 demi-heures semaine dès avril, animée par Luc Fortin, qui est un non-voyant qui travaillait déjà chez Vues & Voix. Déjà animateur à la radio également. Oui, très connu dans la communauté. Et il va s'entourer de chroniqueurs qui vont varier de semaine en semaine et on va traiter de sujets qui portent vraiment de la santé à l'alimentation, les activités, tout vraiment, c'est large parce qu'on s'adresse à un public tous, en fait. On veut s'adresser à tous. Comment peut-on capter pour monsieur et madame tout le monde, là, on a dit tout à l'heure, c'est disponible maintenant, si on est numérique. Le câble numérique de base. Donc, dès qu'on est abonné par le vous avez votre site Internet également qu'on peut aller consulter. Oui, sur le site qui est amitélé.ca ou amitélé sans les accents sur les E. On peut avoir accès à la grille horaire. Il y a une icône grille, donc toute la grille est inscrite. Et la description des émissions et aussi un service qu'on offre
On offre aussi le guide DV ou le guide VD qui est, si on clique sur l'icône, ça donne tout ce qui est disponible en vidéodescription, tous canaux confondus. Donc, que ce soit TVA, Radio-Canada, Série+, c'est là. Donc, c'est un service de plus qu'on offre. Madame Federici, je vous dirai longue vie à Ami Télé. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci. Les gens ayant de la difficulté à écrire peuvent maintenant avoir recours à un écrivain public pour leur donner un coup de pouce dans leur communication écrite. Je vous présente Jolene Laplante. Elle est écrivaine publique. Madame Laplante, bonjour. Bienvenue. Madame Laplante, chaque mardi après-midi, vous vous installez à la bibliothèque Jean Corbeil, ça c'est dans Anjou, Oui. et vous accompagnez les citoyens dans la rédaction de leur correspondance. Oui. Qui sont ces gens qui viennent voir l'écrivaine publique? C'est très diversifié, en fait. C'est pas nécessairement des analphabètes qui ont besoin d'aide. Il y a des gens qui... il y a un certain parti, oui, qui sont assez analphabètes. D'autres qui ont de la difficulté à se débrouiller dans les formulaires gouvernementaux, les textes officiels, les lettres aux propriétaires, les sortes de lettres qu'on n'est pas habitué, finalement, à écrire. Qui sont d'ailleurs souvent compliquées pour tout le commun des mortels. Moi-même, je dois me documenter souvent, puis m'améliorer dans ça, oui. Puis il y a aussi, en fait, dans la correspondance plus privée, des gens qui savent tout à fait bien écrire, mais qui ne savent pas comment le dire, trouver les mots pour le dire. Alors ça c'est moins fréquent dans les ateliers ou les rencontres habituelles, mais à la Saint-Valentin, par exemple, on a fait un spécial Saint-Valentin il y a quelques jours. Là. Un petit mot d'amour, ça fait toujours plaisir. Bien là, c'était différent. Ouais. Là, c'est des lettres personnelles, là, oui. Ou à Noël, on le fait aussi. Je dis on parce que là, j'ai fait appel à d'autres personnes pour m'aider parce qu'on pensait avoir plus de clientèle. Alors ça, c'est des lettres plus personnelles. Moi, c'est ce que je préfère écrire, évidemment, des lettres personnelles. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus? Des choses plus banales, en fait. Hein? Des lettres aux propriétaires, des formulaires pour l'immigration, des CV. Ça, c'est vraiment grande... des CV, là, c'est la grande demande. Puis, moi, je préférais qu'on me demande plus des lettres personnelles, mais ça va venir, en tout cas, peut-être. Est-ce qu'il y a un plus fort pourcentage d'hommes que de femmes qui vont vous demander un petit mot bien écrit? Pour les choses officielles, c'est les deux. Puis pour les lettres plus intimes, enfin plus personnelles, il y a plus de femmes. Et quand vous dites plus intime, puis sans aller dans les détails. Non, parce qu'il y a la confidentialité. Tout à fait, tout à fait. Et je le comprends, mais ça peut aller jusqu'où? Des lettres d'amour, des lettres parfois à écrire à un parent ou à une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, puis avec qui on veut revenir. Alors ça c'est assez délicat, mais ça arrive. Oui. Vous êtes retraité de l'éducation. Nouvellement. Oui. Et par curiosité, étiez-vous prof de français, d'analyse écrite? Oui, j'enseignais la littérature. Vous demeurez dans votre domaine. Oui, finalement, j'ai choisi la voie facile. Parce que côté inspiration, je me demandais, c'est beau, mais encore faut-il être inspiré. Vous n'écrivez pas la même chose à tout le monde. Non, mais vous savez, il arrive une chose que j'ai découverte il y a quelques années, parce que quand j'étais professeur au cégep, on l'a fait, ça, à quelques reprises, le travail d'écrivain public pour des occasions comme la Saint-Valentin. Puis j'ai découvert, en fait, que c'est beaucoup plus facile d'écrire même les choses les plus compliquées pour quelqu'un d'autre que pour soi. C'est en fait, une fois qu'on le sait, là, ça paraît évident, mais c'est vrai. Demande ça à un agent d'artiste, il est plus facile pour lui de vendre son artiste que de se vendre lui. Oui, mais même les artistes les plus timides, souvent, vont avoir beaucoup de facilité. C'est des grands acteurs. Beaucoup de grands acteurs sont très timides. Alors, c'est un peu pareil, finalement, quand on écrit pour quelqu'un d'autre, ça vient de soi. Qu'est-ce qui vous a amené
à pratiquer ce métier Ben, d'écrivain. tu sais, je sais pas si on peut appeler ça un métier, là, vraiment, mais je vous voudrais en consacre faire un métier. En fait, il y a une chose, c'est un détail, mais c'est un personnage de roman de Jacques Poulet que j'ai lu il y a peut-être une vingtaine d'années. Puis il y a un de ces personnages qui faisait ce métier-là. Mais il faisait le métier d'écrivain public. Il se spécialisait dans les lettres d'amour. Alors, ça m'avait beaucoup... Je savais bien que ça n'existait pas, mais ça m'avait beaucoup intriguée. Puis je m'étais dit, ah, quel beau métier, tu sais, si ça pouvait exister. Puis, par la suite, évidemment, quand j'ai travaillé avec les analphabètes, il y a depuis 3 ans maintenant, j'ai découvert qu'en fait, il y avait un besoin qui était moins romanesque, là, mais vraiment urgent, là, tu sais, un besoin ponctuel, là, pratique. C'est pas, on n'apprend pas aux gens à écrire, on les dépanne. Ce que je fais, c'est une sorte de dépannage, là. À votre connaissance, je reprends ce terme, ce métier d'écrivain public. Ah oui, je l'aime bien, oui. Bon, on est d'accord, parce que je pense que c'en est un. Oui. Ça s'exerce ailleurs dans le monde. Oui. Mais beaucoup moins au Québec. Êtes-vous la seule à pratiquer? Bien, c'est-à-dire que non, mais ça existe au Québec déjà, mais c'est un métier qui est pratiqué sur une base régulière, puis où les gens sont rémunérés pour ce travail-là. Hein? Il y a des agences là, d'écrivains, de rédacteurs, on peut appeler ça écrivains ou rédacteurs, qui écrivent comme ça. Oui, ça existe, mais on doit payer pour avoir les services. Donc, j'en conclus que vous le faites gracieusement. Oui, moi, c'est du bénévolat. Bénévolat. Oui. Est-ce que vous œuvrez pour un organisme précis? Oui, je travaille avec un organisme qui s'appelle le SAC Anjou, qui est un organisme communautaire de services d'aide communautaire. Mais à l'intérieur du SAC Anjou, il y a les ateliers mot à mot. Puis c'est là que je fais des cours aux analphabètes. Puis j'ai l'appui des ateliers mot à mot et de la bibliothèque pour faire ce travail. En marge de ce rôle d'écrivaine publique, vous enseignez aussi. Bien, j'enseigne à des analphabètes, oui, aux ateliers Encore bénévolement? mot à mot. Oui. Vous avez décidé de redonner, vous, oui. hein? Moi, j'ai eu une belle vie comme professeur que j'ai adoré. J'ai adoré faire ça. Puis je trouve que la lecture, c'est un cadeau tellement merveilleux que je voudrais en faire profiter tout le monde. En tout début d'entrevue, Madame Laplante, vous avez spécifié que ce n'était pas expressément pour des analphabètes. L'écrivain public. L'écrivain public. Oui. Mais je parle aux professeurs également. Vous qui êtes sur le terrain, là, quelles sont vos constatations en ce qui a trait à l'analphabétisme au Québec? Est-ce qu'il y a amélioration? On dit qu'il y a toujours à peu près un 20 si mes chiffres sont bons. Ah non, une personne sur 5. Vos chiffres sont pas bons. Sont pas bons? Bien, corrigez-moi. Corrigez-moi, j'espère de façon positive. Mais non, malheureusement. Malheureusement. 20 ça, c'est des analphabètes complets. Mais si on parle d'analphabètes fonctionnels, qui ont de la difficulté à comprendre un document un petit peu plus complexe, on parle de presque 50 un Québécois sur 2. Oui, là, c'est vraiment beaucoup. Mais moi, lors de mes années d'enseignement, j'ai eu affaire de plus en plus à des études. Moi, j'enseignais au cégep, alors c'était quand même des gens qui étaient plus avancés dans leurs études. Mais certains, parce qu'ils sont allophones, ou certains parce qu'ils sont passés à travers les mailles du système, étaient malheureusement pas loin d'être des analphabètes. Là. Oui. Madame Laplante, finalement, comment peut-on bénéficier du service que vous offrez? Eh bien, on peut se rendre chaque mardi après-midi de 13 heures à 16 heures à la bibliothèque Jean Corbeil d'Anjou. Et puis, on peut prendre rendez-vous aussi avec moi aux ateliers mot à mot. Prendre rendez-vous parce que je peux rencontrer des gens en dehors de ces heures-là. Je dis de 13h à 16h, mais je peux étirer le temps là, quand aux ateliers mot à mot. Et ne vous inquiétez pas parce qu'on va montrer également le numéro de téléphone et l'endroit où les gens peuvent. Oui, puis à la bibliothèque, les gens peuvent donner de l'information sur moi aussi. Alors, Madame Jolene Laplante. Oui. Merci beaucoup d'être venue. Ça m'a fait plaisir. Et merci de ce beau mouvement de cœur que vous rendez aux autres. Oui.
Merci. À bientôt. Merci de m'avoir invité. Après la pause, on s'en va directement au Conseil citoyen. L'hiver, plusieurs dangers et désagréments guettent nos animaux de compagnie. Quels sont ces dangers et quelles sont les précautions à prendre afin de prévenir et protéger nos chiens et nos chats? Pour nous donner quelques conseils, Anne-Lise Paul, elle est technicienne en santé animale et spécialiste en comportement animal. Madame Paul, bienvenue. Bonjour, merci. Madame Paul, d'abord, est-ce essentiel de sortir les chiens l'hiver? Oui, tout à fait. Contrairement à la croyance populaire, le chien a besoin de sortir, y compris pendant l'hiver. Par contre, quelques précautions s'imposent toutefois. Est-ce qu'il y a une température à partir de laquelle on sort pas, on reste bien au chaud? Là? Disons qu'à partir du -10, -15, il va falloir faire attention aux périodes d'activité qui devraient être environ de 10 à 15 minutes. Donc on peut avoir des périodes d'activité de manière fréquente dans la journée, sortir notre chien 1 heure, mais par petites périodes de 15 minutes au-dessous des températures -10, -15. Mm-hmm. La plupart des chiens adorent la neige. Oui. Et il y a quand même des précautions à prendre. Faut-il prendre... Quelles sont ces précautions avant de sortir notre chien? Alors, tout d'abord, moi, je commencerai par dire qu'il faut un animal qui est en bonne santé. On oublie souvent qu'un animal qui est convalescent ne devrait pas aller dehors, déjà, sans l'avis de son vétérinaire. Ensuite, si on parle des vieux animaux ou des animaux qui sont très jeunes, en dessous de 6 mois, il va falloir faire extrêmement attention parce qu'ils sont plus sujets à attraper des maladies et plus sujets à avoir froid ou à développer des problèmes. Donc, c'est certain qu'on va y aller doucement. Je vous dirais qu'on prendrait à peu près les mêmes précautions avec un bébé, avec oui, un poupon. Complètement. Mais des fois, les gens oublient ceci parce qu'un chiot n'a pas le poil d'un adulte, donc il n'est pas tout à fait capable de maintenir sa température de la même façon. Donc en dehors d'un chien qui soit évidemment en bonne santé et qui ne soit ni un chien adulte trop vieux ni un chiot, mais il faut aussi que ce chien soit adapté au climat. Fait que quand on prend des chiens nus comme les chiens nus de Chine, les chiens nus du Mexique, et que ce sont des chiens qui ne sont pas adaptés au climat, c'est certain qu'on va leur mettre de quoi se couvrir. Je pense qu'on en parle un petit peu plus tard dans vos questions. Et puis ensuite, au niveau de la neige, on va s'assurer que les animaux qui sont dehors et font une activité. Ça, c'est essentiel parce que c'est pas juste d'être dehors. Parce que laisser son chien 1 heure dehors sans activité, il y a de gros risques que le chien attrape froid ou ait des problèmes de santé. Fait qu'il faut toujours qu'il soit en mouvement, qu'il bouge, qu'il joue, puis surtout qu'on reste avec lui. Et n'oubliez pas, évidemment, si on est à -10, -15, bien là, on fait des courtes périodes de jeu. Ça, c'est principalement les points à retenir. Donc, ils doivent sortir, sortons. Oui, mais sortons, mais limitons raisonnablement. la durée. C'est ça. D'accord. À l'extérieur des villes, il y a certains chiens, il y a aussi certains chats sur les fermes, ça peut arriver, qui peuvent passer l'hiver complètement dehors. Hein. Et quelles sont les choses à faire pour leur rendre la vie un petit peu plus facile? Bien, tout d'abord, en fait, la vraie question, c'est que quelque part, certains animaux ne sont pas adaptés à la vie dehors. Les espèces locales, si on parle d'animaux sauvages, oui, ils vont être adaptés à la vie dehors parce qu'ils vont s'être fait des réserves de graisse, ils vont avoir le poil en conséquence. Les espèces domestiques, c'est un peu plus difficile. Donc, si on prend une race de chat ou de chien qui est endémique au Québec, éventuellement ou endémique d'un endroit où il y a des températures très très froides, oui, pourquoi pas le laisser dehors toute l'année, mais sinon, ça s'appliquerait pas aux animaux domestiques tels qu'on les a ici. Endémique? Endémique issus de cet endroit-là. Donc créé, entre guillemets, par la nature de manière à pouvoir résister aux températures très basses. Mais par contre, je tiens quand même à affiner. C'est certain qu'on a des chats de ferme et puis des chiens de ferme qui sont laissés quand même dehors. Mais si jamais on les laisse dehors, c'est certain qu'on doit les nourrir de manière adéquate. Donc, ils doivent avoir une bonne alimentation. Ils doivent être vus par un vétérinaire au moins 1 fois par année. Ils doivent avoir de l'eau fraîche en permanence parce qu'on oublie souvent que parce que l'eau, on la donne le matin, elle gèle en quelques minutes. Donc, les animaux n'ont plus accès à l'eau fraîche. Et idéalement, on doit les déparasiter. On oublie aussi ça parce qu'un animal qui a des parasites, donc des vers intestinaux, va être beaucoup plus sujet à être malade. Donc, c'est certain qu'on prendrait des précautions un peu comme si on entraînait un champion. Si un animal devait passer l'hiver, c'est dans un endroit isolé avec de la nourriture, de l'eau fraîche et des soins vétérinaires. Et on s'entend que c'est vraiment pas quelque chose que je conseillerais.
Soyons Madame Paul, honnêtes. je vais revenir au tout début de notre entrevue. On parlait de l'hiver et de nos animaux de compagnie. Est-il nécessaire, et là je pousse un peu le bouchon, allez-y. mais je pose la Poussez le question bouchon, quand même. on est là pour ça. Avant le début de cette saison froide, est-ce qu'on doit faire un examen médical de notre animal? Aller faire un tour chez le vétérinaire? Ou, Moi, je est-ce qu'il y a des conseillerais. précautions de ce type à prendre? Là? Ben, évidemment, ça dépend toujours du suivi que vous faites. Si vous êtes quelqu'un de très rigoureux et que vous voyez votre vétérinaire tous les mois d'avril, à tous les ans, puis que dès qu'il y a un problème médical, vous y allez, je ne vais pas forcément recommander pour un animal en parfaite santé, et on s'entend uniquement en parfaite santé, qui fait un contrôle régulier, je dirais que non, ça me paraît pas nécessaire. Par contre, si vous avez raté la date des vaccins, si vous n'êtes pas sûr de l'alimentation que vous donnez, ou si votre animal présente le moindre signe de fatigue ou de faiblesse, c'est certain qu'un check-up avant l'hiver, ça va être le mieux. Parlons maintenant d'engelures. Oui. Et ça doit être assez fréquent. Oui. Comment les prévenir? Comment les identifier? Et qu'est-ce qu'on fait s'il y en a? Alors les engelures, contrairement à ce qu'on pense, ça peut arriver à tous les animaux qui vont dehors, donc notamment les chiens, puis c'est entre guillemets une façon qu'a l'organisme de se protéger. C'est-à-dire que le sang va irriguer principalement le tronc et va s'enlever des articulations ou des extrémités. Donc ça va toucher principalement les oreilles, la queue et les pattes. C'est sûr que pour les pattes, on peut s'en prévenir en mettant des petites chaussures qui sont exprès pour les chiens. Cependant, si vous laissez votre chien une journée dehors à moins 15 degrés, malgré qu'il ait les petites bottes, il aura quand même des engelures. Donc c'est certain qu'il faut y aller bien raisonnablement en fonction de la température, puis en fonction du facteur vent. Il faut penser aussi qu'ils sont sensibles à ça. Anne-Lise Paul, à partir de maintenant, on a 3 minutes. Partons, allez-y. Et Go. on va y aller sur des mythes. Oui. Ou réalité. Oui. Vous nous répondez. Oui je vous ou pose non. la question. La première. OK. Est-ce vrai que plusieurs animaux sont attirés par le goût de l'antigel? Oui, à 100%. Les chiens et les chats sont attirés par l'antigel et c'est dangereux, c'est mortellement dangereux. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a ingestion? Dans les 3 heures pour le chat et dans les 5 heures après ingestion, on contacte tout de suite son vétérinaire parce que c'est mortel. Est-ce un mythe de dire que les animaux se réfugient parfois, vous savez, près des moteurs l'hiver, c'est un peu chaud, et pour y trouver un petit peu de chaleur, dans le fond. Comment fait-on pour les déceler? Est-ce qu'il y a des gestes à poser avant de démarrer ou une vérification sommaire? Oui. Tout à fait. Il y a une vérification à faire et oui, c'est vrai, les chats principalement vont se réfugier sous les capots d'auto. Donc le simple geste à faire, c'est de taper sur le capot ou si vous avez un doute et que vous entendez un bruit, ouvrez tout simplement le capot. Ça prend quelques secondes. Madame Paul, les coussinets de pattes de chat ou de chien les protègent contre tous les éléments de la nature? Non, pas contre tout. Et ça les protège en grande partie contre les températures, on va dire, normales et contre les intempéries, mais pas contre tout. Donc c'est sûr qu'il faut les protéger et il faut surveiller régulièrement. Mythe ou réalité, les petits manteaux que portent les chiens à l'extérieur ne sont pas nécessaires les mois d'hiver parce qu'ils ont déjà une fourrure, un manteau naturel. C'est faux, c'est complètement faux. Parce que si vous avez un chien à poil court, si vous avez un chiot, un chien vieillissant, si vous avez un chien qui n'est pas du tout adapté au climat, eh bien, je vous conseille vraiment d'avoir un manteau. Et petite dernière, Oui, les chiens doivent prendre du poids en hiver pour garder leur graisse et rester au chaud. c'est complètement faux là encore. Parce que nous n'avons pas des animaux sauvages, nous avons des animaux domestiques. Ils doivent absolument maintenir un poids de forme toute l'année. Ils ne sont jamais privés de nourriture pendant l'hiver. Mais je peux pas m'empêcher une toute Oui, allez-y. petite dernière. Les puces Oui. n'affectent pas mon animal de compagnie pendant les mois d'hiver? C'est encore faux parce qu'il peut y avoir toujours des infections avec les puces. Par contre, il faut faire attention. C'est certain qu'on les traite principalement pendant l'été, mais il faut faire attention. Notamment dans les granges, il y a toujours des puces qui se tiennent bien au chaud puis qui n'attendent que l'été pour revenir. Anne-Lise Paul, technicienne en santé animale et comportementaliste également. Merci beaucoup de votre Merci à présence. Merci d'avoir démystifié bien des mythes. De quelle façon on peut vous rejoindre? Alors, on peut me rejoindre sur mon site internet au www.azca.ca. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Notre babillard communautaire maintenant. Le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine de Montréal offre des cours d'informatique gratuits du lundi au jeudi de 13h à 18h. Initiation à l'informatique et au traitement de texte, navigation et recherche sur Internet, création et utilisation d'une adresse électronique. Pour plus de détails, téléphonez au 514-876-1180, poste 1214.
L'École de cirque de Verdun offre aux enfants, adolescents et adultes de tous les milieux la possibilité d'acquérir une formation complète en technique de cirque dans un contexte récréatif et non compétitif. Pour en savoir davantage, composez le 514-768-5812. L'organisme Tandem Hochelaga Maisonneuve offre des ateliers d'autodéfense gratuits pour les femmes de 18 ans et plus d'Hochelaga Maisonneuve. Le programme Action Autodéfense pour femmes et adolescentes est dispensé par le Centre de prévention des agressions de Montréal. Ce cours est enseigné par une femme pour des femmes seulement. L'atelier s'étale sur 2 samedis, les 7 et 14 mars. Il faut s'inscrire avant le 26 février au 514-254-3155. La Société de développement commercial Pignon rue Saint-Denis vous invite à la 4e édition de sa Fête des glaces. Une quarantaine de sculptures créées en direct tout le long de la rue Saint-Denis entre les rues Roy et Guilford. Un mobilier de glace urbain vous accueille aussi aux intersections Marianne ainsi que Duluth. Il y a aussi des parcours avec un guide conteur pour vivre pleinement l'expérience. C'est les samedis et dimanches 21 et 22 février. Pour des informations supplémentaires, consultez le site rue-saint-denis.ca ou visitez la page Facebook Rue Saint-Denis. À compter du 25 février et juste à temps pour la relâche scolaire, le musée Stuart de l'île Sainte-Hélène présente D'Artagnan, Al Capone et les autres armes et légendes. Une exposition surprenante qui dévoile des personnages emblématiques, tant fictifs que réels, qui ont marqué notre imaginaire collectif. Le musée est ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 17h. Pour plus de détails, téléphonez au 514-861-6701, poste 234. Jusqu'au 29 mars, le musée du Rock and Roll présente l'exposition L'émergence du rock and roll québécois, qui se concentre sur les années 1964 à 1968. De Michel Richard à Pierre Purple, en passant par les Hoolops et les Lutins, le musée du rock and roll vous invite à une immersion rock and roll en compagnie de plus de 150 groupes et personnalités de la vague yéyé du Québec. Le musée est situé au 2222 Ontario-Est, près du métro Frontenac. Le téléphone 514-225-4127. Voilà qui complète cette édition du Bulletin. Mesdames et messieurs, vous pouvez revoir cette émission sur notre site tcftv.ca et également, vous pouvez consulter notre page Facebook. À la semaine prochaine.